Laisse les clés et sors d'ici, a ordonné mon père, sa voix tranchant l'air immobile de la salle à manger comme un couperet. Ma mère, Odette, n'a pas levé les yeux de son assiette, elle a continué à pousser un morceau de viande avec sa fourchette, hochant la tête en rythme, comme si elle approuvait une prière silencieuse. Cette maison revient à la famille, lisons. Tu n'as jamais su quoi en faire de toute façon. Avant que je puisse articuler un seul mot, ma sœur Daphné, souriant de ce sourire mielleux que je détestais tant, a glissé une valise à côté de ma chaise. Ma valise. Déjà faite. Ils ne m'ont pas seulement mise à la porte ce soir-là. Ils ont essayé de m'effacer. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le notaire avait déjà tout enregistré. Et quand la vérité a éclaté, ce n'est pas moi qui ai pleuré. Bonjour à tous, c'est Lison. Si vous avez déjà ressenti cette brûlure froide de la trahison venant de ceux qui sont censés vous aimer le plus, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans l'histoire de la pire soirée de ma vie, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté est mondiale. Tout a commencé un mardi soir pluvieux à Nantes. L'air était lourd, chargé de cette humidité typique de la Loire-Atlantique qui s'infiltre sous les vêtements. J'étais dans ma cuisine, une pièce que j'avais passé 6 mois à rénover moi-même. Je me souviens encore de l'odeur de la cire d'abeille sur le parquet en chêne massif et du parfum riche du coq au vin qui mijotait doucement dans ma cocotte en fonte. C'était censé être une soirée de célébration. J'avais acheté cette maison bourgeoise du 19e siècle il y a 2 ans. C'était une ruine à l'époque. Les murs suintaient, le toit fuyait, et le jardin n'était qu'une jungle de ronces. J'y avais investi toutes mes économies, chaque centime gagné grâce à mon travail d'expert immobilier, et des milliers d'heures de sueur. J'avais poncé chaque marche de l'escalier hélicoïdal jusqu'à ce que mes mains saignent. J'avais choisi chaque teinte de peinture, chaque luminaire. C'était mon sanctuaire. La preuve tangible que j'avais réussi, seule, sans l'aide de personne. J'avais invité mes parents, Ambroise et Odette, ainsi que ma sœur cadette, Daphné, pour fêter la fin officielle des travaux. Je voulais, naïvement, qu'ils soient fiers. Je voulais voir une lueur d'approbation dans les yeux durs de mon père. Ils sont arrivés avec 45 minutes de retard. Pas d'excuses, pas de bouteille de vin, pas de fleurs. Ambroise est entré le premier, balayant l'entrée du regard comme un inspecteur des travaux finis. Il n'a pas dit bonjour. Il a tapoté un mur porteur avec sa chevalière en or, produisant un son sec. La structure est correcte, a-t-il grommelé, comme s'il s'adressait à un agent immobilier et non à sa fille. Mais ce gris-perle, ça fait hôpital. On changera ça. Oh. J'ai froncé les sourcils mais j'ai laissé passer. J'étais habituée à ces critiques. Daphné est entrée ensuite, soutenant son ventre rond de femme enceinte de 4 mois comme s'il s'agissait d'un trésor national fragile. Elle a soupiré bruyamment en voyant mon canapé en velours vert émeraude, une pièce de créateur que je m'étais offerte pour mes 34 ans. Oh là là, Lison, a-t-elle gémi. Ce tissu est un aimant à poussière. C'est terriblement allergène pour un bébé. Tu n'as vraiment aucun sens pratique. Elle s'est effondrée dessus sans enlever son manteau mouillé, posant ses bottes boueuses sur le bord de ma table basse en marbre. Fais attention, s'il te plaît, Daphné, ai-je murmuré, tentant de garder mon calme. C'est du marbre italien. Ma mère, Odette, fermait la marche. Elle m'a tendu sa joue froide pour une bise rapide, ses yeux scannant déjà la pièce à la recherche de défauts. Tu as l'air fatiguée, ma pauvre chérie, a-t-elle dit d'une voix doucereuse. Tes cernes sont violets. Tu travailles trop. Cette maison aspire toute ton énergie vitale, je le vois bien. Nous sommes passés à table. J'avais dressé le couvert avec ma plus belle porcelaine de Limoges. J'avais tout préparé pour que ce soit parfait. Mais dès que nous nous sommes approchés de la table, ma mère a fait un geste brusque. Non, Lison, ne t'assieds pas là. Ton père prend le bout de table. C'est la place du chef de famille, après tout. J'ai figé. C'était ma table. Ma maison. Mais le conditionnement de l'enfance est une chaîne puissante. J'ai vu le regard d'acier d'Ambroise, défiant, attendant que je fasse une scène. Pour ne pas gâcher la soirée, j'ai obéi. Je me suis décalée sur le côté, me sentant soudain comme une invitée indésirable dans ma propre salle à manger. Ambroise s'est assis lourdement, écartant les bras comme un roi sur son trône.
Il a regardé autour de lui, un sourire satisfait mais froid étirant ses lèvres minces. Enfin, a-t-il dit, en plantant son regard dans le mien. Enfin un endroit digne de nous. C'est bien, lisons. Tu as bien préparé le terrain. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par préparer le terrain. J'ai versé le vin, mes mains tremblant légèrement. L'atmosphère n'était pas festive. Elle était électrique, chargée d'une menace silencieuse que je ne pouvais pas encore nommer. Je ne savais pas que le couperet allait tomber au moment du dessert. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance oppressante. Le coq au vin, pourtant parfaitement mijoté, avait un goût de cendre dans ma bouche. Ambroise monopolisait la conversation, parlant fort, postillonnant presque, critiquant la politique locale, mes choix de carrière, et même la qualité du pain que j'avais acheté chez le meilleur boulanger de Nantes. Expert immobilier, a-t-il ricané en déchiquetant son pain. Un titre pompeux pour dire que tu visites des maisons vides. Ce n'est pas un vrai travail de femme, lisons. Regarde ta sœur. Elle crée la vie. C'est ça, la vraie réussite. Daphné a caressé son ventre avec ostentation, lançant un regard triomphant dans ma direction. C'est vrai que Lison a toujours été plus matérialiste, a ajouté ma mère, en servant une deuxième portion de gratin à Daphné tout en laissant mon assiette vide. Daphné a besoin de soutien, elle est seule maintenant que ce vaurien de mari est parti. Elle a besoin de stabilité. J'ai serré ma fourchette si fort que mes jointures ont blanchi. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, maman. Personne ne m'a rien donné. Et c'est bien là le problème, a coupé mon père. Tu es devenu égoïste. Tu vis seul dans 180 mètres carrés alors que ta sœur enceinte s'entasse dans un appartement humide. Où est ton sens de la famille? Le silence est retombé, lourd et gluant. J'ai débarrassé les plats et apporté le dessert, une tarte aux poires et amandes. J'espérais que le sucre adoucirait les humeurs. Quelle erreur! Ambroise a mangé sa part en silence, méthodiquement. Puis, il a posé sa petite cuillère avec un tintement clair contre la porcelaine. Il a essuyé sa bouche, plié sa serviette en un carré parfait, et l'a posée sur la table. C'était le signal. Lison, a-t-il commencé, sa voix adoptant ce ton faussement raisonnable qu'il utilisait quand il voulait m'imposer sa volonté. Nous avons tenu un conseil de famille. Ta mère, Daphné et moi. Mon estomac s'est noué. Un conseil de famille? Sans moi? Tu n'étais pas en état d'y participer, a intervenu Odette, posant une main froide sur mon bras. On s'inquiète pour toi, chérie. Tu es instable. Instable? J'ai haussé le ton. Je gère une entreprise, je viens de finir une rénovation complète, je suis parfaitement saine d'esprit. Baisse d'un ton. A aboyé Ambroise, frappant du poing sur la table. Tu vois? C'est exactement de ça que je parle. Cette hystérie. Tu es au bord du burn-out. Cette maison est trop grande pour toi. C'est un fardeau. Nous avons décidé de te soulager. Daphné s'est levée péniblement, un sourire en coin, et s'est dirigée vers le couloir. Elle est revenue quelques secondes plus tard, traînant une valise grise à roulettes. Ma valise sansonnite. J'ai fait le tri, a-t-elle dit, comme si elle me rendait service. J'ai mis tes vêtements de travail, tes trousses de toilette, quelques livres. Le reste, on le mettra au garde-meuble plus tard. Je me suis levée si brusquement que ma chaise a raclé le sol dans un bruit strident. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous ne touchez pas à mes affaires. Sortez de chez moi. Ambroise s'est levé à son tour, dominant de toute sa hauteur. Assieds-toi. Tu ne comprends pas, Lison. Nous emménageons ici. Daphné a besoin de la chambre du premier étage pour le bébé. Ta mère et moi prendrons la suite parentale. C'est plus logique. Nous allons gérer la maison, l'entretien, les factures. Toi, tu as besoin de repos. Nous t'avons loué le studio de ta tante Bertie pour 3 mois. C'est payé. Vous me mettez à la porte de ma propre maison? Ai-je balbutié, incrédule. Nous reprenons ce qui appartient au clan, a corrigé mon père. Tu es ma fille. Ce qui est à toi est à moi. C'est la loi naturelle. Maintenant, laisse les clés sur la table. Ne nous oblige pas à faire ça difficilement. Tu sais que ta mère a le cœur fragile.
Odette a sorti un mouchoir, s'essuyant une larme inexistante. Fais-le pour le bébé, lisons. Ne sois pas un monstre. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement mon cœur, c'était l'illusion que j'avais encore une famille. Il ne m'aimait pas. Il me voyait comme une ressource à exploiter. Arrêtons-nous une seconde. Mettez-vous à ma place. Vous êtes chez vous, vous avez payé chaque brique de cette maison, et vos parents vous disent de partir pour laisser la place à votre sœur favorite, sous prétexte que vous êtes fatigué. Que feriez-vous? Auriez-vous crié? Auriez-vous appelé la police sur le champ? Ou auriez-vous été, comme moi, tellement choqué, tellement paralysé par des années de manipulation, que vous n'auriez pas su réagir? Dites-moi franchement dans les commentaires ce que vous auriez fait. Je regardais la clé de ma maison posée près du verre de vin à moitié plein. Le métal brillait sous la lumière du lustre. Ambroise tendait la main, paume ouverte, attendant son dû. C'était un vol. Un braquage en plein jour, commis non pas avec des armes, mais avec la culpabilité et le sang. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Une sorte de froid polaire m'a envahi, anesthésiant mes extrémités. C'était le choc, pur et dur. Mon cerveau rationnel, celui de l'experte en immobilier, s'est éteint, laissant place à l'enfant terrorisé qui avait toujours peur de décevoir papa et maman. J'ai pris la clé. Je l'ai posée doucement dans la paume large et calleuse d'Ambroise. Il a refermé ses doigts dessus instantanément, comme un piège à loup. C'est une fille sage, a-t-il dit, sa voix redevenant calme, presque paternelle. Tu verras, c'est pour ton bien. Va te reposer. Daphné a poussé la valise vers moi avec le bout de sa botte. Ne t'inquiète pas pour tes plantes, je m'en occuperai. Enfin, celles qui ne sont pas déjà mortes. J'ai saisi la poignée de la valise. Elle était lourde. J'ai marché vers la porte d'entrée comme un automate. Le couloir semblait s'étirer à l'infini. Chaque pas m'éloignait de ma vie, de ma sécurité. Odette ne m'a pas regardé partir, elle était déjà occupée à réorganiser les coussins du salon. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd, définitif. Dehors, la pluie avait cessé, mais le trottoir luisait sous les lampadaires oranges. J'étais là, sur le perron de ma maison, expulsée comme une criminelle. J'ai traîné ma valise jusqu'à ma voiture, garée un peu plus loin dans la rue. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour déverrouiller la portière. Je me suis assise au volant, mais je n'ai pas démarré. Je ne pouvais pas. Je restais là, fixant la façade éclairée de ma maison. Je voyais les ombres chinoises de ma famille bouger à travers les rideaux. Ils étaient chez eux. Ils buvaient mon vin, s'asseyaient dans mes fauteuils, riaient de ma défaite. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Zélie, ma meilleure amie et avocate. Mais avant que je puisse composer son numéro, des phares ont balayé l'intérieur de ma voiture. Une camionnette blanche s'est garée en double fil juste devant chez moi. Sur le flanc du véhicule, on pouvait lire en lettres bleues « Serrurier d'urgence 24 juillet ». J'ai retenu mon souffle. La porte d'entrée s'est ouverte. Ambroise est sorti, faisant signe au serrurier d'approcher. J'ai vu mon père pointer du doigt la serrure multipoint que j'avais fait installer à grands frais. Il riait. Il plaisantait avec l'ouvrier. Une nausée violente m'a submergée. Ce n'était pas une décision impulsive prise pendant le dîner parce que je semblais fatiguée. C'était prémédité. Il avait pris rendez-vous avec le serrurier. Il savait, avant même de passer le seuil, qu'il allait me mettre dehors ce soir. Tout le dîner, toutes les critiques, la valise préparée par Daphné, tout n'était qu'une mise en scène sadique pour justifier l'injustifiable. Je n'ai pas appelé Zélie. Pas tout de suite. J'ai levé mon téléphone et j'ai pris une photo. Puis j'ai filmé. J'ai zoomé sur le visage de mon père, illuminé par la lampe torche du serrurier, alors que le barillet de ma serrure tombait au sol. Les larmes ne coulaient toujours pas. À la place, une colère froide, dense et noire comme du goudron, a commencé à remplir le vide dans ma poitrine. Ils pensaient avoir affaire à leur petite fille docile. Ils avaient oublié que j'étais une experte en droit de propriété. Ils venaient de déclarer la guerre, et ils n'avaient aucune idée de l'ennemi qu'ils venaient de créer. J'ai passé la nuit dans un hôtel bon marché en périphérie de la ville, fixant le plafond fissuré jusqu'à ce que l'aube grise se lève sur Nantes. Je n'ai pas fermé l'œil.
Chaque fois que je somnolais, je revoyais le sourire satisfait de Daphné et la main de mon père se refermant sur mes clés. À 9 heures précises, mon téléphone a vibré. C'était Monsieur Corbin, mon conseiller bancaire depuis 10 ans. Un homme rigide mais juste. Mademoiselle Lison? Je suis navrée de vous déranger si tôt, mais nous avons une situation délicate au guichet. Ma voix était rauque, cassée par le silence de la nuit. Quelle situation? Votre père, Monsieur Ambroise, est ici. Il présente un document, une procuration générale, ainsi qu'un certificat médical attestant de votre incapacité temporaire à gérer vos biens. Il demande l'accès complet à vos comptes courants et à votre épargne logement pour, je cite, sécuriser les fonds. Le sang a quitté mon visage. Il ne voulait pas juste la maison. Il voulait tout. Il voulait me couper les vivres pour m'empêcher de riposter. Monsieur Corbin, écoutez-moi très attentivement. Je suis à l'hôtel Ibis, saine d'esprit et libre de mes mouvements. Je n'ai signé aucune procuration. Ne lui donnez rien. Bloquez tout. J'arrive dans 20 minutes. J'ai conduit comme une folle. Quand je suis arrivée à l'agence, Ambroise était déjà parti, furieux apparemment. Monsieur Corbin m'a reçu dans son bureau vitré. Il a posé une photocopie du document sur le bureau. Regardez ça, a-t-il dit, l'air grave. J'ai pris la feuille. C'était un formulaire standard de procuration, daté de la veille. Au bas de la page, une signature imitait la mienne. C'était une bonne imitation, mais pas parfaite. La boucle du L était trop large. C'était l'écriture de Daphné. Elle avait passé son enfance à imiter ma signature pour intercepter mes carnets de notes scolaires. Mais le pire, c'était le certificat médical joint. Il portait l'entête du docteur Renard. Le docteur Renard? Ai-je murmuré. Mais c'est un ami de pêche de mon père. Et, c'est un ancien vétérinaire à la retraite. Monsieur Corbin a ajusté ses lunettes, visiblement choqué. Un vétérinaire? Ils ont utilisé un tampon de vétérinaire pour vous déclarer psychologiquement instable? Oui. Ils pensaient probablement que la banque ne vérifierait pas le numéro d'agrément du médecin. C'était tellement grotesque que j'aurais pu en rire si ce n'était pas ma vie qui était en jeu. Ambroise était tellement arrogant qu'il pensait pouvoir tromper le système bancaire avec des faux grossiers, simplement parce qu'il était un homme respectable. Monsieur Corbin, ai-je dit d'une voix qui ne tremblait plus. Je veux porter plainte pour tentative d'escroquerie et usage de faux. Je veux que vous gardiez ces originaux sous clé. Bien sûr, mademoiselle. Nous allons geler tous les mouvements sortants. Personne ne touchera un centime sans votre présence physique. En sortant de la banque, le soleil avait percé les nuages, mais je ne ressentais aucune chaleur. Je venais de comprendre l'ampleur de leur plan. Ils avaient construit un récit. Lison est folle, Lison est malade, nous devons la sauver d'elle-même. Si je n'avais pas eu cette relation de confiance avec mon banquier, ils auraient pu vider mes comptes en une matinée. J'ai marché jusqu'à ma voiture, et pour la première fois, j'ai composé le numéro de Zélie. Allô? Sa voix était enjouée, inconsciente du drame. Zélie, c'est Lison. Tais-toi et écoute. Ils ont pris ma maison. Ils ont essayé de vider mes comptes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'avocate la plus impitoyable de Nantes. Il y a eu un silence au bout du fil, puis sa voix est devenue tranchante comme une lame de rasoir. Arrive tout de suite au cabinet. On va les détruire. Je me suis installée chez Zélie. Son appartement, un loft moderne rempli de plantes et de livres de droit, était l'antithèse du chaos qui régnait dans ma tête. Après avoir écouté mon récit, Zélie faisait les 100 pas, fumant de rage. Violation de domicile, abus de faiblesse, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie. Lison, c'est du pénal. On ne va pas au civil, on va voir le procureur. Mais il nous faut plus. Il nous faut la preuve qu'ils ont l'intention de s'approprier le bien définitivement, pas juste de t'aider temporairement comme ils le prétendent. C'est là que ça m'a frappé. La maison, elle est connectée. Zélie s'est arrêtée net. Comment ça? J'ai fait installer un système de domotique le mois dernier. Détecteur de fumée Nest, thermostat et caméra de sécurité intérieure. Elles sont discrètes, intégrées au capteur de mouvement. Mes parents sont des technophobes complets. Ils ne savent même pas changer la source sur la télé.
Ils n'ont sûrement pas coupé le Wi-Fi. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec des doigts fébriles. J'ai lancé l'application. Chargement. Chargement. L'image est apparue. Net. En haute définition. Et le son était cristallin. Nous étions dans mon salon. Ou ce qui avait été mon salon. Daphné était là, vêtue d'un de mes peignoirs en soie. Elle tenait un grand sac poubelle noir. Elle ouvrait mes placards, sortait mes vêtements, mes tailleurs sur mesure, mes robes de soirée et les jetait en tas par terre. « Regarde ça », disait-elle à ma mère qui était assise sur MON canapé en train de boire MON thé dans ma tasse préférée. « C'est d'un goût vieillot. Trop strict. Je vais tout virer. J'ai besoin de place pour mes affaires de maternité. » Odette a ricané. Un son laid. Fais ce que tu veux, ma chérie. Cette maison est à toi maintenant. Lison ne reviendra pas. Ton père a dit qu'on la ferait interner si elle essayait de forcer la porte. Avec le certificat du docteur Renard, on peut dire qu'elle est dangereuse pour elle-même. Zélie a poussé un juron étouffé. Tu enregistres ? Tout est dans le cloud, ai-je répondu, les dents serrées. L'image a changé. Caméra de la cuisine. Ambroise était au téléphone. Il tenait une bouteille de mon Château Margaux 2015, une bouteille que je gardais pour mes fiançailles, si jamais cela arrivait un jour. Il l'avait ouverte et buvait directement au goulot. Oui, oui, disait-il au téléphone. Le garage est grand. On va le transformer. Je vais faire abattre le mur porteur entre la cuisine et le salon pour faire un open space. J'ai toujours voulu un îlot central. Lison ? Oh, elle ne dira rien. Elle est docile. Et puis, qui croirait une fille célibataire hystérique contre un honnête retraité et une femme enceinte ? J'ai senti les larmes monter, mais cette fois, c'était des larmes de rage pure. Il parlait de moi comme si j'étais morte. Pire, comme si je n'avais jamais existé. Il planifiait de détruire la structure même de la maison, abattre un mur porteur ? Ils allaient faire s'effondrer le plafond. Regarde ça, a pointé Zélie. Sur l'écran, Daphné est entrée dans mon bureau. C'était mon espace sacré. Là où j'avais mes diplômes, mes dossiers clients, mes livres. Elle a balayé d'un revers de main tout ce qui se trouvait sur mon bureau. La lampe, les stylos, les cadres photos de mes voyages, tout a volé par terre dans un fracas que le micro a capté distinctement. Cette pièce sera parfaite pour la nurserie, a-t-elle déclaré. On peindra tout en rose poudré. Et ses diplômes au mur, c'est prétentieux. Elle a décroché mon diplôme d'expertise immobilière, l'a regardé avec dégoût et l'a jeté dans la poubelle. Ils sont en train de m'effacer, ai-je chuchoté. Zélie a posé sa main sur mon épaule, une pression ferme et rassurante. Non, lisons. Ils sont en train de se livrer. Ils te donnent toutes les munitions dont on a besoin. Regarde-les bien. Profite du spectacle. Parce que c'est la dernière fois qu'ils se sentent chez eux. J'ai passé les heures suivantes à télécharger chaque clip, chaque conversation incriminante. J'ai créé un dossier intitulé La chute. Ambroise avait raison sur une chose, je ne dirai rien. Pas tout de suite. Je n'allais pas crier. J'allais attendre le moment parfait pour que le piège se referme sur leur cou. Le lendemain matin, armés de nos preuves numériques et bancaires, Zélie et moi nous sommes rendus au cabinet de Maître Vianney. C'était un homme de l'ancienne école, le genre de notaire qui portait encore des costumes 3 pièces et dont le bureau sentait le vieux papier et l'encaustique. Il avait géré l'achat de ma maison. Il connaissait ma rigueur. Quand nous lui avons montré les vidéos et la fausse procuration, son visage impassible s'est transformé. Ses sourcils broussailleux se sont froncés jusqu'à ne former qu'une seule ligne blanche. Pour un homme de loi qui vénérait l'ordre et la propriété privée, ce que mes parents avaient fait était un blasphème. C'est inqualifiable, a-t-il grondé, sa voix basse résonnant dans la pièce lambrissée. Il viole non seulement le code civil, mais aussi le code pénal. Mademoiselle Lison, vous êtes la seule et unique propriétaire de ce bien. L'acte est incontestable. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. Il joue sur l'ambiguïté familiale. S'ils disent à la police que vous les hébergez, la police hésitera à intervenir. C'est souvent considéré comme un litige civil. Et une expulsion civile peut prendre 2 ans.
C'est ce qu'ils espèrent. Ils comptent sur la lenteur de la justice pour s'installer, faire des travaux, et rendre leur présence irréversible. Je ne peux pas attendre 2 ans. Ai-je protesté? Ils veulent abattre un mur porteur. Ils vont détruire ma maison. Maître Vianney s'est retourné, un éclat belliqueux dans les yeux. C'est pourquoi nous n'irons pas au civil. Nous allons traiter ceci comme une intrusion criminelle aggravée. Mais pour que le procureur ordonne une intervention immédiate, il nous faut une preuve irréfutable de leur mauvaise foi. Nous devons prouver qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucun droit, et qu'ils agissent par malveillance pour vous spolier. Zélie a souri, un sourire de requin. Le coup de fil, a-t-elle suggéré. Maître Vianney a hoché la tête. Exactement. Nous allons appeler un huissier de justice. Il constatera l'appel. Vous allez appeler votre père. Vous allez le mettre en confiance. Vous devez lui faire dire, sans ambiguïté, qu'il refuse de vous rendre la maison et qu'il a l'intention de s'approprier le titre de propriété. Le plan était risqué. Il fallait que je joue la comédie. Il fallait que je redevienne, pour quelques minutes, la petite fille apeurée et soumise qu'il pensait avoir brisée. L'huissier est arrivé 1 heure plus tard. Un homme jeune, efficace, avec son matériel d'enregistrement. Nous étions prêts. J'ai posé mon téléphone sur le bureau en acajou de Maître Vianney. Mes mains étaient moites. Rappelez-vous, lisons, a chuchoté Zélie. Tu es faible. Tu es perdu. Donne-lui le sentiment qu'il a gagné. C'est quand ils se sentent victorieux qu'ils commettent des erreurs. J'ai composé le numéro. Sonnerie. Sonnerie. Allô? La voix d'Ambroise était bourrue. Papa? C'est moi, ah. Tu as fini de bouder? J'espère que tu appelles pour t'excuser. J'ai pris une grande inspiration, forçant ma voix à trembler. Je ne sais pas quoi faire, papa. Je n'ai plus d'argent. L'hôtel coûte cher. Est-ce que je peux juste passer récupérer mon ordinateur pour travailler? S'il te plaît. Il y a eu un silence. J'imaginais son sourire satisfait. Non. Certainement pas. Daphné utilise ton ordinateur pour regarder Netflix. Elle a besoin de se détendre. Tu ne vas pas venir la déranger avec ton stress. Mais c'est ma maison, papa, c'était ta maison, a-t-il coupé sèchement. Maintenant, c'est la maison de la famille. Et écoute-moi bien, lisons. J'ai parlé à un ami. On va préparer des papiers pour transférer le titre de propriété au nom de ta mère. C'est pour te protéger de ta propre incompétence. Quand tu recevras les papiers, tu signes et tu te tais. C'est compris? J'ai regardé l'huissier. Il a levé le pouce. C'était dans la boîte. L'aveu de vol, l'aveu de chantage, l'aveu d'extorsion. Oui, papa. J'ai compris. Bien. Reste où tu es. On t'enverra un peu d'argent quand on aura accès à tes comptes. Il a raccroché. Dans le bureau du notaire, le silence a duré 1 seconde, puis Maître Vianney a parlé. Mesdames, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, choisissons le moment de l'exécution. Je me suis souvenu de ce que j'avais vu sur l'agenda de Daphné via la caméra de la cuisine. Dimanche, ai-je dit. Dimanche à 14 heures. Elle organise une baby shower. Elle a invité toute la famille, les cousins, les voisins. Elle veut montrer sa nouvelle maison. Zélie a éclaté de rire. Parfait. On va s'inviter à la fête. Les jours précédant le dimanche ont été une torture psychologique. Je vivais caché chez Zélie, observant ma propre vie se faire démanteler via l'écran de mon ordinateur. J'ai vu Daphné inviter ses amis pour essayer mes bijoux. J'ai vu ma mère donner mes conserves maison des confitures que j'avais passé l'été à faire au facteur comme si c'était elle qui les avait faites. J'ai vu mon père percer des trous dans mes murs fraîchement peints pour accrocher ses trophées de châssis d'œufs. Chaque clou planté était un coup de poignard. Mais je tenais bon. Je savais que chaque minute qui passait renforçait mon dossier. Le samedi soir, la veille de la baby shower, j'ai reçu un message de ma mère. Lisons, nous sommes déçus de ton silence. Demain, ta sœur fête l'arrivée du bébé. Nous ne t'avons pas invité car ta présence créerait des tensions inutiles. Fais-toi discrète.
Nous dirons aux invités que tu es en repos à la campagne pour soigner tes nerfs. Ne nous fais pas honte. J'ai relu le message 3 fois. Ne nous fais pas honte. L'ironie était si forte qu'elle en devenait toxique. Ils allaient mentir à tout le monde. Ils allaient construire leur légende de la famille parfaite et bienveillante qui s'occupe de la pauvre fille folle. J'ai répondu, compris. Profitez bien de la fête. C'était le dernier mensonge. Le calme avant la tempête. Dimanche matin. Le ciel était bleu électrique, un temps magnifique pour une exécution publique. Je me suis habillée non pas en victime, mais en guerrière. J'ai mis mon tailleur-pantalon le plus strict, celui que je portais pour les négociations difficiles, des talons hauts qui claqueraient sur le parquet, et j'ai relevé mes cheveux en un chignon serré. Pas de maquillage pour cacher ma fatigue, juste du rouge à lèvres rouge sang. À 13h30, j'ai retrouvé mon équipe au coin de la rue. C'était surréaliste. Il y avait Zélie, portant sa robe d'avocate sous son manteau, un effet théâtral qu'elle adorait. Maître Vianney avec sa mallette en cuir, l'huissier de justice, un serrurier agréé, le mien, cette fois, et 2 voitures de police nationale. Le commissaire, un homme carré aux cheveux gris, a vérifié les documents une dernière fois. Le mandat d'expulsion immédiate signé par le procureur était là, brillant de son autorité légale. « On y va doucement », a dit le commissaire. « Il y a une femme enceinte et des civils. Mais on ne tolère aucune résistance. C'est une violation de domicile flagrante avec circonstances aggravantes. » Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je n'avais pas peur. J'étais animée par une énergie froide et pure. C'était le moment de vérité. Nous avons attendu que la dernière voiture d'invités se gare. Je voyais, via mon téléphone, l'intérieur de la maison. Le salon était rempli de ballons roses et bleus. Il y avait des piles de cadeaux. Daphné trônait sur mon fauteuil, une coupe de champagne à la main, du jus de pomme pétillant. Non, l'étiquette disait Veuve Clicquot, une autre de mes bouteilles. Ambroise faisait un discours, levant son verre. À cette maison, disait-il, qui accueillera la nouvelle génération. À la famille qui reste unie. C'était le signal. Allons-y, ai-je dit. Le cortège s'est mis en marche. Les gyrophares bleus se sont allumés, non pas pour l'urgence, mais pour l'impact visuel. Nous avons remonté l'allée gravillonnée. Je marchais en tête, flanqué de la loi et de l'ordre. À l'intérieur, ils ne se doutaient de rien. Ils riaient. Ils buvaient mon vin. Ils fêtaient mon effacement. Ils n'avaient aucune idée que leur monde, construit sur des mensonges et de l'abus, était sur le point d'exploser en 1000 morceaux. Le commissaire n'a pas sonné. Il a frappé à la porte avec la fermeté de l'autorité. 3 coups secs qui ont résonné comme des coups de tonnerre. Boum. 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 Police nationale. Ouvrez. À l'intérieur, la musique s'est arrêtée net. J'ai entendu un brouhaha confus, puis des pas lourds. La porte s'est entrebâillée. C'était Ambroise, le visage rouge, un verre à la main. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous savez qui je suis ? Je connais le maire. Le commissaire a poussé la porte, l'ouvrant grand. Monsieur Ambroise D. Vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile, faux et usage de faux, et tentative d'escroquerie. Ambroise a reculé, trébuchant presque. Quoi ? C'est ridicule. C'est ma maison. C'est la maison de ma fille. C'est à ce moment-là que je suis entrée. J'ai émergé de derrière les uniformes bleus, le menton haut. Le silence qui est tombé sur la pièce était absolu. Tous les visages se sont tournés vers moi. Les oncles, les tantes, les cousins, les amis de Daphné. Ils avaient tous des expressions de choc pur. Non, papa, ai-je dit, ma voix portant clairement dans le silence. C'est ma maison. Et vous êtes des intrus. Daphné s'est levée de mon fauteuil, renversant sa coupe. Lison ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu gâches ma fête. Tu es folle. Maman, appelle le docteur Renard, elle fait une crise. Maître Vianney s'est avancé, sortant l'acte de propriété original de sa mallette. Madame, personne n'est fou ici, à part peut-être ceux qui pensaient pouvoir voler une maison sans conséquence. Voici le titre de propriété.
Mademoiselle Lison est l'unique propriétaire. Et voici l'ordonnance du juge. Vous avez 10 minutes pour rassembler vos effets personnels et quitter les lieux. Sinon, ce sera la garde à vue pour tout le monde. La panique a commencé à s'installer. Les invités, réalisant qu'ils étaient complices d'une mascarade illégale, ont commencé à se faufiler vers la sortie, murmurant des excuses, évitant mon regard. « Attendez !» a crié Odette, se jetant aux pieds des policiers, jouant sa dernière carte. « Ma fille est malade. Nous la protégeons. Elle nous a donné les clés. Regardez, nous avons les clés. Parce que vous avez changé les serrures, madame, a coupé l'huissier en montrant son constat. Et nous avons l'enregistrement de votre mari admettant le chantage. Tout est là. » Ambroise, réalisant qu'il était piégé, a changé de tactique. Son visage est devenu pourpre de rage. Il s'est jeté vers moi, le doigt pointé comme une arme. « Petite ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu oses nous humilier devant tout le quartier? Tu n'es plus ma fille. Je te déshérite. » Le commissaire s'est interposé, posant une main sur son tasé. « Monsieur, reculez. C'est votre dernier avertissement. » Daphné a commencé à hurler, un cri strident, théâtral. Elle s'est pliée en deux, tenant son ventre. « Aïe! Mon bébé! Le stress! Vous tuez mon bébé! Lison, tu es un monstre! Tu attaques une femme enceinte! » Les invités restants ont hésité. Le doute flottait. J'étais la méchante sœur qui expulsait une femme enceinte. C'était leur narratif. Je devais le briser. Je me suis approchée de Daphné. Lentement. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Arrête ton cinéma, Daphné. » Elle a continué à gémir, regardant autour d'elle pour chercher du soutien. « Je vais faire une fausse couche. C'est ta faute. » J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté au grand écran de télévision du salon via Bluetooth. En une seconde, la vidéo de la veille au soir est apparue. On y voyait Daphné, dans la cuisine, finissant la bouteille de vin rouge et dansant sur la table, cigarette à la main. « Hier soir, 22h30, ai-je commenté froidement. Tu as bu la moitié d'un Margaux 2015 et tu as fumé 3 cigarettes. Si ce bébé est en danger, c'est à cause de toi, pas de moi. Et d'ailleurs, j'ai pointé la coupe qu'elle venait de renverser. C'est du champagne, pas du champomis. » La salle a halté. Le masque de la pauvre mère Courage est tombé en miettes. Daphné s'est redressée, le visage tordu par la haine, oubliant instantanément sa fausse douleur. « Salope, a-t-elle sifflé. Tu as toujours tout eu. L'intelligence, l'argent, la belle maison. Tu ne pouvais pas me laisser ça? Juste ça? Je t'aurais aidé, Daphné, ai-je répondu doucement. Si tu avais demandé. Si tu m'avais respecté. Mais tu as essayé de me voler. C'est fini. Dehors. » La scène qui a suivi restera gravée dans ma mémoire comme la définition même de la justice poétique. Les policiers ont donné des sacs poubelles, les mêmes sacs noirs que Daphné avait utilisés pour jeter mes vêtements à ma famille. « Vous prenez uniquement ce qui vous appartient », a ordonné le commissaire. « Et mademoiselle Lison vérifiera chaque sac avant que vous ne franchissiez la porte. » L'humiliation était totale. Sous le regard des derniers invités pétrifiés et des voisins qui s'étaient massés devant les fenêtres, mes parents et ma sœur ont dû trier leurs affaires. J'ai vu Odette essayer de glisser une petite statue en bronze dans son sac à main. C'était un cadeau de mon grand-père. « Pose ça, maman, ai-je dit. » Elle m'a lancé un regard venimeux. « C'était à ton grand-père. »« C'est de famille. »« C'est à moi. » Il me l'a légué par testament. « Pose-la. » Elle l'a lâché sur la table avec fracas. Ambroise était silencieux maintenant, voûté, comme si Dieu en venait de s'abattre sur ses épaules. L'arrogance avait disparu, remplacée par la peur des menottes qui pendaient à la ceinture du policier. Il savait que la plainte pour faux et usage de faux allait lui coûter sa réputation d'honnête citoyen, sa retraite paisible et peut-être sa liberté. Daphné pleurait, de vraies larmes cette fois, des larmes de rage impuissante. Elle fourrait ses robes de maternité dans les sacs en plastique, murmurant des insultes. « Où je vais aller ? Hein ? Je n'ai nulle part où aller.
Tu as l'appartement de tes parents, ai-je répondu. Ou le studio de tante Bertille. Il est payé pour 3 mois, après tout. Tu devrais me remercier. Quand ils ont enfin été prêts à partir, la maison ressemblait à un champ de bataille. Des ballons crevés, des assiettes sales, des confettis partout. Mais l'air semblait déjà plus léger. Ils sont sortis sous les huées silencieuses du quartier. Madame Solange, ma voisine d'en face, une dame âgée qui voyait tout, était sur son perron, les bras croisés. Quand Ambroise est passé devant elle, tête basse, escortée par un policier vers la voiture de patrouille pour sa déposition, elle a dit assez fort pour qu'il l'entende. « La honte ne tue pas, monsieur Ambroise, mais elle marque. On sait qui vous êtes maintenant. » Daphné a dû appeler un taxi, car sa voiture était bloquée par les véhicules de police. Elle est restée sur le trottoir, assise sur sa valise et ses sacs poubelles, sous le soleil éclatant, tandis que ses amis passaient devant elle en détournant le regard. L'image de la reine de la fête déchue était saisissante. Je suis restée sur le seuil. Je ne suis pas sortie pour les voir partir. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. J'ai regardé le serrurier changer le barillet pour la 2e fois en 3 jours. Mettez-moi le modèle le plus sécurisé que vous ayez, ai-je dit. Avec reconnaissance biométrique. Zélie m'a rejointe, me tendant une coupe de champagne, une propre. À la liberté ? A-t-elle proposé ? J'ai trinqué. Le cristal a teinté. À la vérité, ai-je corrigé. Une fois la porte refermée et verrouillée, le silence est retombé. Mais ce n'était plus le silence oppressant du dîner. C'était un silence vaste, propre. J'ai regardé mon salon dévasté. Il y avait du travail. Il fallait tout nettoyer, tout purifier. J'ai commencé par arracher l'arche de ballon. Chaque éclatement d'un ballon était comme une petite victoire. Puis j'ai rassemblé les cadeaux de la baby shower qui traînaient encore. Des vêtements de bébé, des jouets, des couches. Zélie m'a regardé. Tu vas en faire quoi ? Tu vas les lui renvoyer ? J'ai secoué la tête. Non. Elle a dit que c'était sa maison. Ces cadeaux ont été offerts à l'occupante de cette adresse. Et puis, elle m'a volé bien plus que ça. Alors quoi ? L'orphelinat Saint-Vincent est à 2 rues. Il y a des mères qui n'ont rien, et qui ne veulent pas leur propre sœur. On va tout leur donner ce soir. C'était peut-être mesquin. Peut-être que j'aurais dû être la plus grande personne. Mais après avoir vu ma sœur essayer de détruire ma vie en souriant, j'avais fini d'être grande. Je voulais juste être juste. Et la justice, parfois, ça pique. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon juridique et émotionnel. La nouvelle de l'arrestation d'Ambroise s'est répandue dans Nantes comme une traînée de poudre. Dans une ville de province où la réputation est tout, c'était une mort sociale. Le club de bridge a exclu ma mère. L'association des anciens combattants a demandé à mon père de démissionner de son poste de trésorier. L'ironie de l'accusation de fraude financière n'a échappé à personne. Daphné, quant à elle, a dû fermer ses comptes réseaux sociaux. La vidéo de sa consommation d'alcool et de cigarettes, bien que je ne l'ai pas publiée moi-même, avait fuité, probablement filmée par un invité dégoûté lors de la confrontation. Son image de maman parfaite influenceuse était détruite. De mon côté, j'ai entamé le grand nettoyage. J'ai engagé une entreprise spécialisée pour désinfecter la maison. Je voulais effacer leur odeur, leurs traces de doigts, leur énergie négative. J'ai fait repeindre le salon, passant du gris perle qu'Ambroise détestait à un bleu nu profond et apaisant. J'ai jeté le canapé sur lequel Odette s'était assise. C'était radical, mais nécessaire. L'enquête de police a révélé l'étendue de leur plan. Ils avaient déjà contacté un entrepreneur pour transformer mon garage en studio locatif, pour encaisser les loyers au noir. Ils avaient détourné mon courrier pour essayer d'intercepter mes relevés bancaires. C'était un complot organisé, méticuleux, motivé par la cupidité et une jalousie maladive envers ma réussite. Ambroise a plaidé coupable pour éviter la prison ferme. Il a écopé de 2 ans de prison avec sursis, d'une amende de 15 000 €, qu'il a dû payer en vendant sa précieuse collection de fusils de chasse, et d'une interdiction stricte de m'approcher ou de me contacter. C'était la victoire totale. Mais la victoire a un goût étrange. Ce n'est pas de la joie. C'est du soulagement mêlé d'une tristesse ancienne. J'avais gagné ma maison, mais j'avais perdu l'illusion que j'avais des parents.
J'étais orpheline de leur vivant. Un soir, en triant le courrier, que je recevais à nouveau, j'ai trouvé une enveloppe sans timbre, glissée sous la porte malgré l'interdiction. C'était l'écriture de Daphné. À l'intérieur, une photo d'échographie froissée et un mot griffonné à la hâte. J'espère que tu es contente. Papa est en dépression. Maman ne sort plus. Je suis seule dans un studio pourri. Tout ça pour des briques. Tu finiras seule, lisons. Avec ton argent et tes murs froids. Personne ne t'aimera jamais comme nous on t'aimait. J'ai ri. Un rire bref et sec. Comme nous on t'aimait. S'ils appelaient ça de l'amour, alors je préférais la haine. L'amour ne vole pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne vous met pas à la rue avec une valise en pleine nuit. J'ai pris le mot et la photo. Je suis allée dans le salon, devant ma cheminée que j'avais enfin pu allumer. J'ai craqué une allumette. J'ai regardé le papier noircir, se recroqueviller et devenir cendre. Adieu, ai-je murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé de message cinglant. Le silence est la meilleure des réponses pour les narcissiques. Ils se nourrissent du conflit. En ne leur donnant rien, même pas ma colère, je les affamais. J'ai bloqué leurs numéros, leurs emails, et ceux de tous les cousins éloignés qui tentaient de jouer les médiateurs, c'est ta famille quand même. Non. Ma famille, c'était les gens qui me respectaient. Le calme est revenu, lentement. Mais les singes volants aux ces alliés des manipulateurs ont essayé une dernière offensive. Tante Bertie, celle-là même dont le studio avait servi à mon exil forcé, m'a croisée au supermarché. Elle m'a bloqué le passage avec son chariot, le visage tordu par une grimace de reproche. Tu devrais avoir honte, lisons. Ton père a vieilli de 10 ans. Il marche avec une canne maintenant. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans cligner. Il a de la chance de marcher librement, tante Bertie. La plupart des gens qui commettent des fraudes bancaires et des violations de domicile finissent derrière les barreaux. J'ai été clémente. Clémente ? Tu as détruit la famille. Non. J'ai nettoyé la pourriture. Si tu soutiens des criminels, Bertie, ne m'adresse plus la parole. J'ai contourné son chariot et j'ai continué mes courses. Je sentais son regard brûler mon dos, mais je me sentais légère. Incroyablement légère. J'avais passé ma vie à m'excuser d'exister, à m'excuser de réussir. C'était fini. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier officiel du tribunal. Daphné réclamait une pension alimentaire de ma part, arguant que j'avais créé sa précarité en l'expulsant. C'était tellement absurde que mon avocat, Maître Vianney, a ri au téléphone. C'est désespéré, lisons. Le juge va rejeter ça en 2 minutes. En France, on ne doit pas pension à sa fratrie sauf qu'à extrême d'invalidité, et certainement pas quand le demandeur a tenté de spolier le défendeur. C'est du harcèlement judiciaire. On va contre-attaquer pour procédure abusive. Et nous l'avons fait. Daphné a été condamnée à payer mes frais d'avocat. Comme elle était insolvable, la dette s'est ajoutée à son dossier, ruinant son crédit pour les années à venir. Elle s'était creusé son propre trou, pelle après pelle, incapable d'arrêter, aveuglée par son sentiment d'avoir droit à tout. C'était la fin. Le dernier clou du cercueil de nos relations. Il n'y avait plus de pont à brûler, il ne restait que des cendres froides que le vent emportait. J'ai passé les mois suivants à me reconstruire. Pas ma maison, elle était parfaite maintenant, mais moi-même. J'ai commencé une thérapie pour comprendre pourquoi j'avais accepté leur toxicité si longtemps. J'ai appris que j'étais le bouc émissaire, celle sur qui on projette tous les défauts, tandis que Daphné était l'enfant doré. Ce n'était pas ma faute. Je n'aurais rien pu faire pour qu'ils m'aiment, car leur amour était conditionnel à ma soumission. J'ai réapprivoisé ma maison. J'ai organisé des dîners avec Zélie. J'ai invité mes collègues. J'ai rempli les pièces de rires sincères, de musique, de vie. Les fantômes d'Ambroise, Odette et Daphné s'estompaient, remplacés par de nouveaux souvenirs, lumineux et joyeux. 6 mois plus tard. Le 24 décembre. Nantes était parée de ses lumières de fête. La neige tombait doucement sur le jardin, recouvrant les cicatrices de l'année passée d'un manteau blanc immaculé. À l'intérieur, le feu crépitait dans la cheminée. Le sapin touchait presque le plafond, décoré d'ornements que j'avais choisis. Pas de boule héritée qui venait avec des conditions,
pas de guirlandes imposées. La table était dressée. Pas pour une épreuve de force, mais pour un festin d'amour. Zélie était là, rayonnante, servant du champagne. Maître Vianney était venu aussi, ayant troqué sa robe austère pour un pull de Noël un peu ridicule qu'il portait avec humour. Il y avait aussi Madame Solange, ma voisine, qui m'avait apporté une terrine maison. Et Damien, un architecte que j'avais rencontré récemment et qui me regardait comme si j'étais la seule femme dans la pièce. Nous avons mangé, bu, ri. Personne n'a critiqué la cuisson de la dinde. Personne n'a fait de remarques sur mon poids ou mon travail. Personne n'a essayé de voler ma maison. À un moment, je me suis éclipsée dans la cuisine pour chercher la bûche. Je me suis arrêtée un instant, regardant par la fenêtre. Je savais que quelque part dans cette ville, dans un petit appartement, mes parents et Daphné passaient probablement un Noël amer, ressassant leur haine, se racontant encore et encore comment la méchante Lison les avait trahis. Mais cela ne m'atteignait plus. Ils étaient le passé. Ici, dans cette cuisine chaude qui sentait la cannelle et l'orange, c'était mon présent. Et mon avenir. J'ai caressé le comptoir en marbre. Il était froid, solide, réel. C'est à moi, ai-je chuchoté. Je ne parlais pas seulement de la maison. Je parlais de ma vie. De ma paix. De ma liberté. J'avais payé le prix fort pour tout cela, le prix du sang, des larmes et de la solitude. Mais c'était une bonne affaire. La meilleure que j'ai jamais conclue. Je suis retournée dans le salon, portant le dessert haut, sous les applaudissements de ma famille choisie. Joyeux Noël! Ont-ils crié en chœur? J'ai souri, un vrai sourire qui atteignait mes yeux. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. C'est faux. Le sang peut être toxique. L'eau, elle, lave, purifie et donne la vie. J'avais choisi l'eau. J'avais choisi de me sauver. Voilà mon histoire. C'est l'histoire de comment j'ai perdu ma famille biologique pour trouver ma dignité. Je sais que c'était long et parfois douloureux à entendre, mais je voulais partager chaque détail avec vous pour vous dire une chose, vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de fermer la porte, même à vos parents, s'ils vous font du mal. Une maison ne fait pas un foyer. L'amour et le respect font un foyer. Alors, j'ai une dernière question pour vous, et je veux vraiment lire vos réponses. Ai-je eu raison de tout couper, même après la naissance du bébé de Daphné? Ou pensez-vous qu'il y a toujours une place pour le pardon, même après une trahison aussi grave? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime pour soutenir la chaîne, et partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'on peut s'en sortir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. Prenez soin de vous, et surtout, gardez vos clés en sécurité. À bientôt. Like right or what? Is it bacon that you could just swallow? Yeah, it's not like whole bacon. It's like crumble bacon. Imagine I fucking choke. Oh yeah, it's a whole piece of bacon. Yeah, can I eat this, chap? No, I'm eating soup. There's no way there's a whole piece of bacon in here, bro. What's good with my lighting on my camera today? Everything's going wrong, huh?
just want the potatoes. I want like I can't eat the mash. The creamy the mash, creamy shit, I'm fucking over. Like I need something to like chew. I'm gonna have to go do a rinse after this though. This is insufferable. The worst part is too, is I was gaining decent weight and like really starting to put good muscle on because I was eating a lot more, and now I'm kind of cooked. Like I'm already down. I'm already down 4 pounds in 2 days. It's so fucked. Because you're working out by sliding too. I just started sliding on Sunday. It's like my metabolism's like that. If I stop eating, like if I go a day without eating, I will lose 5 pounds. Like easily. Like there's days I've gone where I've only had like a bagel. Or I'll just have like one meal. On the other note, I'm going through like really bad, not really bad. Honestly, today's been pretty good. Nicotine withdrawals. And what's like something that's like helped before is when you get the craving, you just eat. But I can't fucking eat. That's because I just got wisdom teeth pulled out. And it's like difficult to eat. So I don't want to eat. Have you tried a patch? I'm just doing it cold turkey. I'm too grown to be like trying to find like fucking replacements. Do you drink protein shakes or put protein in your water? I drink protein shake. I drank one today. I drank one yesterday. Are you doing SIG still? Now, that's a question for Drunk Fry. I mean, actually, don't clip that, please. It's a question for Drunk or. I don't smoke during the day. If I ever smoke a cigarette, it's when I have some alcohol in me. Have you thought about getting a nicotine-free vape to mimic the hand movement? Well, I can't really use anything right now, even if I wanted to do something like that. That's kind of why I use the excuse to do it this week, because I'm not, like, for a week, from what I was told, your wisdom teeth removed. For, like, a week, you can't hit a vape. You can't. So I kind of just use that as my, like, okay, this is my excuse to, like, stop.